Aujourd'hui, je vais vous présenter, ce sera une première occasion de vous présenter donc les résultats de ma thèse. Donc dans celle-ci, en fait, je propose une démarche d'éco-conception donc d'un système produit-service avec une application donc à la mobilité automobile. Donc sur cette slide, vous pouvez retrouver le sommaire qui est assez simple. Donc dans un premier temps, je vais présenter le contexte général. Ensuite, la problématique et les questions de recherche qui en découlent. Ensuite, la suite de la présentation ça va se faire en trois grosses parties. Donc, une première partie vraiment axée sur la modélisation du système, une deuxième partie donc sur l'analyse et l'optimisation environnementale du service, et enfin une dernière partie dans laquelle j'intègre donc les aspects d'attractivité et des coûts d'exploitation dans l'optimisation environnementale du service. Donc, pour présenter un petit peu le contexte général, donc aujourd'hui, voilà, on sait donc qu'on doit faire face justement au réchauffement climatique. Donc il est nécessaire aujourd'hui de s'adapter justement à ce réchauffement climatique et de diminuer notamment donc, les émissions de gaz à effet de serre. Donc ce qu'on peut voir sur sur le schéma à droite, en fait, on peut voir que donc la part des émissions liées au secteur du transport est relativement importante, donc notamment 41% en Europe. Et parmi ces émissions liées au transport, il y a une grosse partie, donc trois quarts de ces émissions qui sont liées notamment au transport routier. Donc suite à cela, les, euh, les industriels automobiles, enfin les industriels au sens large et aussi automobiles ont dû s'adapter, car de nombreuses contraintes réglementaires ont été mises en place, notamment à l'échelle européenne, comme on peut le voir sur le schéma à droite en fait, au fil des années. Donc ça a commencé relativement tôt, dès les années 1999, il me semble, avec le protocole de Kyoto, et jusqu'à très récemment, donc il y a des contraintes qui évoluent au fur et à mesure. Notamment une qui est assez connue, c'est les fameux donc 95 grammes de CO2 par kilomètre en moyenne pour les véhicules d'un groupe d'un constructeur automobile qui était imposé donc pour fin 2020, donc c'était très récent. Et comme on peut le voir en bas à droite, là sur le schéma en bas à droite, ces contraintes vont évoluer et il y en a des contraintes qui vont jusqu'aux années jusqu'en 2030. Donc, suite à ces contraintes, en fait, les industriels ont dû s'adapter. Et depuis maintenant plusieurs années, donc, il y a une véritable transition énergétique et technologique. Donc, en fait, qui se déroule principalement sous deux axes, on va dire. Donc, notamment, on retrouve l'électrification des véhicules. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles véhicules qui sont mis en vente. Et cela devrait s'accentuer dans les années à venir. Un autre aspect de cette transition, c'est plus lié au développement en fait, des services de mobilité donc, automobile, qui est favorisé par la transformation digitale aussi. Et en fait, le but de ces services, c'est proposer plus une alternative donc, à l'achat et à l'utilisation de véhicules privés, qui a une part relativement importante justement dans les émissions du secteur routier, enfin du transport routier. Donc, au niveau du contexte industriel, donc parmi ces services de mobilité, on retrouve notamment l'autopartage. Donc l'autopartage, comme on peut le voir ici, c'est l'utilisation donc partagée d'une flotte de véhicules par différents usagers pour une courte durée et par abonnement. Donc sur le schéma en bas à droite, on peut voir notamment la typologie des différents types de services d'autopartage. Donc il y a plusieurs types. Il peut y avoir donc de l'autopartage donc B2B, ce serait plus de la gestion de flotte en entreprise, de l'autopartage C2C, donc plus entre particuliers, et enfin donc il y a l'autopartage B2C, donc plus d'une entreprise business to consumer, une entreprise vers des particuliers qui propose des offres à des particuliers. Donc dans cette catégorie, on retrouve notamment ce qu'on appelle l'autopartage one way, c'est-à-dire d'un point A à un point B, donc sur un court aussi donc sur une courte durée. Et parmi encore cette catégorie-là, on a deux types de services d'autopartage. On a l'autopartage avec station, donc c'est comme on pouvait avoir avec Autolib, notamment à Paris. Et en fait, plus récemment, donc on a l'émergence de ce qu'on appelle les services d'autopartage free floating, notamment dans les grandes villes. C'est ce qu'on retrouve plus récemment. Et donc là, sur la droite, en fait, on peut retrouver les caractéristiques en fait, de ce type de service. Donc, notamment, en fait, pour expliquer rapidement, les utilisateurs, donc, ils peuvent, grâce à leur application smartphone, ils peuvent géolocaliser donc, les véhicules disponibles autour d'eux, les réserver,
les utiliser, donc les utiliser dans une certaine zone limitée, hein, ça c'est assez important, c'est souvent une zone qui se limite à la ville ou la proche banlieue, par exemple dans le cas de Paris. Et ensuite, ils peuvent laisser les véhicules, ce qui est la différence, c'est qu'ils peuvent laisser les véhicules un peu où ils veulent, tant que ça reste dans cette zone limitée. Donc c'est pour ça que ça vient de là le free floating. Euh, donc voilà, et les principales infrastructures, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a des opérateurs qui s'occupent justement de déplacer ces véhicules pour les repositionner, pour les amener justement dans des entrepôts, dans des hubs pour les recharger, les nettoyer, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces services d'autoportage free floating sont mis en place ça peut être par des entreprises indépendantes, mais ça peut être aussi mis en place par des groupes, des constructeurs automobiles, des constructeurs automobiles en fait, c'est ce qui est le cas aujourd'hui, hein, même les groupes comme Stellantis, donc ont leur propre marque de mobilité et proposent leurs propres services. Et notamment, on peut voir à Paris la mise en place du service donc Free to Move Paris, donc à Paris. Pour concevoir ces services dans un tel groupe et pour s'assurer du bon fonctionnement, on retrouve on peut parler d'un véritable écosystème d'entreprise dans lequel on a plusieurs entités qui doivent coopérer pour à la fois concevoir et s'assurer du bon fonctionnement du service. Dans ces entités, on a à la fois donc, le business développeur qui conçoit le business model et qui s'occupe plus de l'aspect stratégique. Ensuite, on a le concepteur produit en fait, qui va concevoir donc, le produit qui sera utilisé au sein du service. Et enfin, l'opérateur qui s'occupe plus de l'exploitation de tout ce qui est, de tout ce qui est, voilà, de tout ce qui est opérationnel. Au niveau du contexte de recherche, ce qu'il faut dire, ce qui est important de dire, c'est qu'un service d'autopartage, il est inclus dans ce qu'on appelle les systèmes produits-services, donc PSS en anglais. Donc à gauche, on peut retrouver la définition d'un PSS qui est assez vieille, mais qui est toujours à jour. Hein. Donc un PSS, en gros, c'est un système de produits, de services, comme son nom l'indique, de réseaux d'acteurs et d'infrastructures qui s'efforce en permanence d'être compétitif, de satisfaire les besoins des clients et d'avoir un impact environnemental moindre que les modèles commerciaux traditionnels. Donc là, on peut voir dans quelle catégorie de PSS l'autoportage s'inscrit. Donc, ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la littérature, les principales études qui concernent un petit peu ces PSS se concentrent en fait justement à démontrer ces bénéfices environnementaux par rapport aux solutions traditionnelles. Donc, dans le cas de l'autopartage, notamment, elles se concentrent beaucoup à montrer justement les notions de report modal, donc de l'utilisation de véhicules privés vers l'utilisation de ces services et les gains environnementaux qui peuvent être, les impacts environnementaux qui peuvent être évités liés à ça. Aussi, on peut retrouver des études liées aussi aux effets rebonds liés à la mise en place de ces services. Par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est que dans la littérature, il y a un manque qui est identifié à deux niveaux. Premièrement, il manque des méthodes d'éco-conception de PSS, qui est basée cette fois-ci sur une analyse de cycle de vie plus attributionnelle, donc pas sur qu'on peut opposer à ce qu'on a vu tout à l'heure sur les aspects conséquentiels. Et aussi, il manque donc des méthodes d'éco-conception de PSS qui intègrent aussi l'attractivité et les coûts d'exploitation du service, donc qui ne prend pas en compte seulement l'aspect environnemental. Donc ce manque peut s'expliquer par plusieurs raisons, notamment tout d'abord aussi par les difficultés qu'on peut avoir d'appliquer l'ACV, donc l'analyse de cycle de vie, au PSS. Et cela s'explique par plusieurs raisons, notamment par le fait que l'ACV aujourd'hui, en suivant les normes ISO 14040 et 14044, est plus adaptée donc, à un produit physique unitaire. Et donc, il manque vraiment aujourd'hui des lignes directrices pour pouvoir l'adapter donc, au cas des PSS. Donc ensuite, ça s'explique par la complexité à modéliser, la complexité intrinsèque du PSS, dans le fait où on peut avoir à la fois donc, des immobilisations incorporelles, des infrastructures qui doivent être prises en compte, et au niveau aussi de l'utilisation, on a une complexité aussi de la phase d'utilisation, parce qu'on peut avoir une utilisation intensive des produits par plusieurs utilisateurs, etc. Aussi, le fait d'avoir une multitude d'offres de PSS qui sont très différents, ça entraîne que ça soit difficile d'avoir une méthode qu'on peut généraliser, généraliser une méthode. Donc,
Voilà, bon, maintenant au niveau des enjeux industriels, le fait d'éco-concevoir ces PSS, ça peut présenter plusieurs avantages. Donc le premier, ce qui est le plus évident, c'est qu'on peut avoir, grâce à cette éco-conception, déjà une réduction des impacts environnementaux et qui serait notamment complémentaire aux impacts évités grâce au report modal. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, ça pourrait vraiment être complémentaire à ces gains-là, à ces impacts évités. Le deuxième intérêt, donc c'est plus cette fois-ci pour les industriels, en fait, pour les fournisseurs de services, on peut avoir un double intérêt. Tout d'abord, ça pourrait être un argument de vente auprès des clients qui sont aujourd'hui de plus en plus sensibles à l'empreinte environnementale des produits au sens large qu'ils achètent. Et ça pourrait être aussi un argument de vente pour répondre à des appels d'offres de villes dans le cadre de la mise en place d'un service. C'était par exemple le cas de Paris qui avait lancé un appel d'offres pour mettre en place un service d'autoportage free floating. Donc plusieurs entreprises ont proposé leur service. Et donc ça pourrait être un argument supplémentaire d'avoir un service éco-conçu. Donc là, je vais présenter la problématique et les questions de recherche. Donc ici, on peut voir la problématique générale de la thèse. Donc c'est comment aider un écosystème d'entreprise d'un PSS d'autopartage free floating à la prise de décision pour l'éco-conception du service. Donc en découle de cette problématique 3 questions de recherche. La première qui est vraiment axée sur la partie modélisation, donc c'est comment établir vraiment une modélisation du PSS dans un objectif d'analyse et d'optimisation environnementale. La deuxième, donc, ça va être de voir comment identifier les leviers, de savoir quels sont les leviers d'éco-conception d'un tel service et comment les identifier. Et la dernière question de recherche va être liée à la prise en compte donc, de l'attractivité commerciale et des coûts d'exploitation dans ce processus d'optimisation et voir comment en fait, ça va modifier notre éco-conception du service. Donc à partir de maintenant, je vais commencer à présenter plus la partie modélisation donc, du PSS. Voilà. Donc ici sur cette slide, en fait, on va retrouver le schéma donc, général de ma thèse. Donc c'est ce qui va servir un peu de fil conducteur à la présentation. Donc que je vais dévoiler au fur et à mesure les différentes parties en fait de ce schéma. Comme je l'ai dit tout à l'heure, concernant le PSS, modéliser un PSS est très complexe. Donc lors de ma thèse, j'ai pu faire une modélisation qui a évolué au fur et à mesure, justement au fur et à mesure de la thèse, et qui s'est fait notamment en 3 versions différentes, comme on peut le voir sur ce schéma-là. Tout d'abord, il y a une première version qui a été plus, dont le but était plus de modéliser les services d'autopartage au sens large, B2C au sens large, sans forcément dans le cas spécifique du free floating. Donc là, on était plus à une échelle, on va dire macro, sans rentrer dans les sous-systèmes. Ensuite, on est passé dans une modélisation donc version 2 qui était plus adaptée donc au cas du free floating, donc en rajoutant notamment certains sous-systèmes, donc je vais détailler un peu après. Et enfin, en intégrant les aspects d'attractivité et de coût, la modélisation a une nouvelle fois évolué pour arriver à une 3e version, donc que je vais détailler tout de suite. Donc ici, on peut voir tout d'abord la modélisation de version 1, comme je l'ai nommé. Donc le but, en fait, c'était de réaliser une approche bottom-up en partant en fait d'une typologie de plusieurs services d'autopartage B2C, comme je l'ai dit, pour arriver à une modélisation en fait, qui englobait plusieurs types de services, B2C. Donc on retrouve notamment ici 4 sous-systèmes, donc une liée au business model, une liée au véhicule, une liée au territoire et une liée aux utilisateurs. Donc dans le territoire, par exemple, on va avoir tout ce qui est lié au mix électrique, à la typologie de trajet, voilà. Donc les véhicules plus liés aussi au type de véhicule, à la maintenance, etc. Ensuite, donc le but c'était de passer à une modélisation, donc ce que j'appelle version 2. Et donc là, l'approche était plus une approche top-down, justement. En passant, l'idée c'était de passer dans cette modélisation plus généralisée à une modélisation plus spécifique au cas des services free floating. Et donc pour cela, en fait, la méthode c'est de faire une enquête de terrain sous la forme d'entretien individuel avec les business développeurs d'un service free floating qui ont permis, et grâce à cet entretien, on a pu comprendre un petit peu le fonctionnement des infrastructures et donc les modéliser dans cette version-là, donc ce qui n'était pas le cas dans la première version. Donc dans cette version-là aussi, on a introduit notamment des aspects des sous-systèmes, dont notamment le bloc batterie qui sera
qui sera modélisé, donc notamment avec une variation justement de la masse, de la capacité de la batterie, qui n'était pas forcément le cas dans la modélisation de version 1. Et enfin, pour la version 3, donc l'idée c'était d'intégrer donc justement les éléments liés à l'attractivité et au coût d'exploitation. Et en fait, par rapport à la version 2, la différence, c'est juste que ça a rajouté donc des éléments qui n'étaient pas pris en compte avant, comme notamment par exemple on peut voir le niveau de finition qui va pouvoir varier dans cette modélisation, la masse de véhicule qui est liée à la taille du véhicule, qui était fixe dans la modélisation de version 2, cette fois-ci sera variable. On va aussi rajouter des éléments comme l'utilisation des options de climatisation, chauffage, etc. Ensuite, en haut, dans le niveau infrastructure, on va avoir aussi un paramètre variable qui va intervenir, qui sera le seuil d'autonomie minimale donc des véhicules avant qu'ils soient indisponibles. Donc, cette fois-ci, ça sera considéré comme une variable. Donc, en plus de pouvoir de délimiter en fait les limites, les frontières du système, comme on a pu le voir dans les trois versions précédentes de la modélisation, l'autre étape importante, c'était justement d'adapter un petit peu la méthodologie d'ACV au cas de notre PSS. Et donc, c'est ce que je vais essayer d'expliquer ici de manière un peu simple, en présentant notamment les différentes sources d'impact d'impact environnementaux qui ont été considérées. Donc en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a deux types de sources d'impact considérées, celles liées aux véhicules et celles liées aux infrastructures. Donc celles liées aux véhicules, c'est assez basique, on voit les étapes de cycle de vie, donc fabrication, utilisation, fin de vie notamment. Ensuite, pour l'utilisation, la particularité, c'est que les véhicules peuvent être à la fois utilisés par les clients, mais aussi peuvent être utilisés par les opérateurs du service, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour les déplacer, afin de les recharger, etc. Au niveau des infrastructures, donc il y a deux sources d'impact qui ont été prises en compte dans cette thèse. Une liée donc à la fabrication et l'installation des bornes de recharge dans l'entrepôt pour le rechargement, et une aussi justement liée aussi à l'entrepôt par rapport à, ça sera à prendre en compte la consommation d'énergie de l'entrepôt. La deuxième étape pour adapter la méthodologie de l'ACV, c'était forcément d'établir une unité fonctionnelle qui permettait en fait de calculer les impacts qu'on a vus liés aux sources précédentes, qu'on a vu dans la slide précédente, avec une référence. Et donc là, ce qu'on peut voir sur ce tableau, c'est les différents éléments de l'unité fonctionnelle qui ont été pris en compte. Donc on retrouve notamment une durée de fonctionnement, donc, qui a été choisie par exemple à 4 ans. Ensuite, on voit un nombre de trajets qui a été fait moyen sur une année. Ensuite, les caractéristiques du trajet type urbain, donc dans un service d'autoportage free floating, le taux d'utilisation, etc. Donc, ce qui est important de dire, c'est que on a vraiment utilisé plus un aspect, une vision macro de l'usage, donc avec des données moyennes qui sont issues en fait des données d'utilisation réelle d'un service d'autoportage free floating. Donc, elles ne sortent pas de nulle part ces données-là. Juste une information par rapport au nombre de véhicules, donc on voit 304, celui-là il est tiré direct d'une équation qui dépend des paramètres précédents, donc celui-là c'est pour ça qu'il y a une petite étoile et qu'on trouve cette valeur-là. Et donc en fait cette unité fonctionnelle a servi de base pour calculer nos impacts environnementaux du service. Enfin, le dernier point important, qui est très important justement dans cette méthodologie ACV dans le cas de ce service-là, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème pour attribuer les impacts de fabrication et de fin de vie donc au service en suivant cette unité fonctionnelle pour une raison particulière. C'est ce qu'on peut voir en fait sur ce schéma-là, c'est que qui représente un peu le cycle de vie donc du véhicule du service, c'est qu'après être fabriqué, donc il va avoir une utilisation forcément dans le service, donc en rapport avec l'unité fonctionnelle. Mais à la fin de cette durée de 4 ans, le véhicule peut être encore utilisé, donc que ce soit hors service s'il est vendu, ou en tout cas ce que j'ai mis hors unité fonctionnelle, il peut avoir une autre utilisation avant d'arriver en fin de vie. Donc c'est important de dire qu'au bout des 4 ans, il n'y arrive pas forcément en fin de vie. Et donc l'idée c'était comment attribuer les impacts donc, de fabrication notamment au service, en prenant en compte cette deuxième utilisation. Donc la solution qui a été utilisée en fait c'était de faire une attribution linéaire de ces impacts en fonction donc, de la distance parcourue dans le service pendant la durée de fonctionnement, mais aussi d'introduire un coefficient d'allocation, en fait, alpha, qui détermine la part des impacts qui est directement attribuée au service, donc, comme on peut le voir sur le schéma en bas à droite. En fait, l'idée, c'est de dire que les véhicules ils sont quand même
fabriqués d'abord pour un usage dans le service. Donc c'est pour ça qu'on inclut déjà une partie des impacts de fabrication directement au service au moment où ils sont utilisés, et le reste est attribué linéairement jusqu'aux impacts, aux impacts complets, on va dire. Donc c'est ce qu'on peut voir qui est illustré sur ce schéma. Au début, on va voir alpha i qui va être directement attribué au service, et en fonction de la distance dans le service au bout des 4 ans, ces impacts vont évoluer. Et si par exemple les véhicules arrivent en fin de vie, donc au bout des 4 ans, ben là il n'y aura pas de problème, en fait on va attribuer les impacts entièrement au service. Et donc là on voit deux exemples de valeurs de coefficient d'alpha en fonction en fait, du type de comment sont conçus les véhicules. Donc, par exemple, dans un premier temps, si on considère que les véhicules sont vraiment conçus spécifiquement donc, pour un usage dans le service, donc ce qui va être vraiment le cas dans cette thèse, on va avoir tendance à considérer une allocation importante parce que voilà, les impacts, le véhicule est conçu d'abord pour le service, donc c'est normal qu'on attribue une partie importante dès le départ, sachant que le reste sera attribué linéairement comme on le voit sur le graphe. Alors que dans le cas où les véhicules ne sont pas conçus spécifiquement pour service, c'est-à-dire qu'on prend des véhicules électriques qui étaient déjà vendus à des particuliers avant, qui sont utilisés une certaine durée et qui après sont une utilisation après service et envisagée, on va avoir tendance à utiliser une allocation plus faible. Donc, ce qui a changé, c'est juste la partie des impacts qui sera attribuée au début du service. Donc maintenant, je vais passer à la partie donc analysation et optimisation environnementale du service. Donc là, on retrouve le schéma général. Donc l'analyse va se concentrer donc sur la modélisation V1 pour commencer. Donc le but, en fait, la méthode qui a été utilisée à partir de cette modélisation, cette première version de modélisation, c'était utiliser des plans d'expérience qui s'apprêtent beaucoup plus à une analyse environnementale et qui seront pas utiles pour une optimisation, et en fait qui s'apprête aussi au fait, à cette échelle de modélisation V1, au fait que ce soit plus une modélisation qui englobe plusieurs types de services. Et donc l'objectif, c'était de hiérarchiser les différents paramètres de l'étude selon leur influence sur les impacts environnementaux du service. Donc là, on retrouve en bas à gauche la modélisation donc, V1, les limites du système, et on voit que à partir de ce schéma-là, juste on retrouve les différents paramètres donc, qui sont étudiés et les niveaux de paramètres. Donc ça c'est important, les niveaux de paramètres, c'est ce qu'on doit, pour faire des plans d'expérience, c'est important d'utiliser donc 2 niveaux de paramètres qui correspondent soit à 2 valeurs s'il s'agit d'un paramètre discret par exemple, ce qui est le cas pour le type de trajet où on considère un trajet périurbain et un trajet urbain, ou dans le cas de modèles de véhicules, on va considérer 2 modèles de véhicules un peu plus opposés. Et dans le cas de variables, on va dire plus continues, on va avoir 2 valeurs extrêmes. Donc, dans le cas du taux d'utilisation, on va avoir 5%, donc qui correspond à une utilisation d'un véhicule privé. Un véhicule privé, voilà, la plupart du temps, il est dans un parking, donc il est très peu utilisé. Alors que 15%, c'est vraiment le cas d'un service d'autoportage free floating, où là, il est beaucoup plus, c'est une utilisation plus intensive. Donc, on va voir comme autre paramètre, notamment ce coefficient d'allocation. On va voir les 2 valeurs extrêmes que j'ai présentées tout à l'heure. 2 mix électriques opposés, et ensuite des paramètres liés donc au type de maintenance et aux valeurs des consommations qui ont été utilisées pour les simulations. Donc là, sur cette slide-là, on retrouve les résultats. Donc, sans rentrer dans trop les détails, on retrouve notamment une matrice de sensibilité. On va voir, grâce aux résultats du plan d'expérience, en fait, l'influence de chacun des paramètres sur 4 indicateurs environnementaux, donc notamment le réchauffement climatique, l'eutrophisation, l'épuisement des ressources minérales, le potentiel d'oxydification photochimique. Donc voilà, et on retrouve en fait l'influence de ces différents paramètres avec l'échelle qu'on peut avoir, le code couleur qu'on peut avoir ci-dessous. Donc premièrement, ce qui a été utile, ça a été de pouvoir voir les différents paramètres, de hiérarchiser les différents paramètres selon leur influence. Mais ce qui était surtout intéressant, c'était de pouvoir avoir des conclusions qui nous ont permis de passer à la modélisation de niveau 2 lorsqu'on a voulu passer dans une modélisation plus détaillée. Donc notamment, on a pu voir l'influence de ce fameux coefficient d'allocation qui avait de grosses répercussions sur les résultats, ce qui est assez logique parce qu'elles sont quand même assez extrêmes comme valeur. Et ce qui nous a un peu permis de statuer un peu sur comment choisir cette valeur-là pour la suite. Ensuite, on a pu voir par exemple que certains paramètres n'avaient pas une grosse influence et donc on a pu les retirer de la modélisation pour la suite.
Donc là, maintenant, je vais partir sur la partie optimisation environnementale, notamment donc pour la modélisation de version 2. Donc pour celle-ci, on retrouve cette fois-ci, bon, c'est un peu petit, mais on retrouve le schéma qu'on avait tout à l'heure de la modélisation de version 2. Et donc, on peut voir, comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette modélisation, en fait, on a introduit les éléments liés aux infrastructures de rechargement des véhicules, et notamment des éléments liés au dimensionnement donc, du bloc batterie. Et donc, sur la droite, on va voir l'ensemble des paramètres, notamment avec les paramètres qui ont été introduits, comme le nombre de stations de rechargement, la vitesse de rechargement des véhicules, la masse de la batterie, etc. Et en fait, on va voir un diagramme causal, ce qu'on appelle un diagramme causal, où on voit l'influence en fait de l'augmentation d'un paramètre sur un autre paramètre, et ensuite sur les impacts environnementaux au global. Donc là, par exemple, on a une boucle de contradiction, on va dire, on voit que si on augmente la vitesse de rechargement, d'un côté, si on suit la boucle, on va avoir une augmentation des impacts environnementaux. Et si on va dans l'autre sens, dans l'autre boucle, enfin dans l'autre sens de la boucle, on va avoir de ce côté-là une diminution des impacts. Donc en sachant que si on a un plus entre deux paramètres, c'est qu'ils varient dans le même sens. Donc si un paramètre augmente, l'autre paramètre va augmenter. Et le moins, c'est l'inverse. Et donc avec ce schéma, on pourrait retrouver plein d'autres boucles comme ça de contradictions. Et en fait, ça justifie donc l'utilisation d'un outil d'optimisation pour trouver un petit peu justement les valeurs optimales de ces différents paramètres. Donc là, l'outil qui a été utilisé, c'était des CSP, donc Constraint Satisfaction Problem. Donc il y a un outil d'optimisation et qui permet notamment de pouvoir minimiser donc, un indicateur environnemental et de trouver donc la configuration optimale des paramètres du service. Donc ce qui a été fait donc, pour cette modélisation de version 2, tout d'abord, la première étape, c'était en fait de comparer deux business models différents du service free floating pour une durée de fonctionnement de 4 ans, en fait, afin de justifier l'intérêt donc de dimensionner les véhicules pour un usage dans le service. Donc déjà justifier un peu cet intérêt d'éco-conception. Donc le premier business model, on considère que les véhicules, en fait, au bout de 2 ans, sont renouvelés. On n'a pas donc la masse de la batterie est fixe, le véhicule imposé est fixe, il n'est pas du tout conçu pour un usage dans le service. Donc c'est pour cela aussi qu'on utilise une allocation qui est faible, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et au bout de 2 ans, donc les véhicules sont vendus et réutilisés en deuxième utilisation après. Dans le business model 2, c'est différent. Cette fois-ci, les véhicules vont rester 4 ans dans le service. Donc là, il va y avoir la masse de la batterie, la capacité de la batterie va être variable. Il va y avoir vraiment un dimensionnement grâce au CSP. Et donc, dans cette fois-ci, on va utiliser une allocation forte. Donc là, sur le schéma de droite, on peut avoir déjà les premiers résultats pour les GWP. On voit une comparaison entre ces deux business models-là, et on voit que, déjà que le business model 2, donc avec cette notion de dimensionnement de batterie, est déjà plus avantageux, malgré le fait qu'on a attribué quand même une allocation en plus, une allocation très forte pour ce business model 2-là. Malgré ça, sur les 4 ans, il reste déjà préférable. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est rapidement, j'ai pu mettre un peu la répartition des différentes sources d'impact, sans rentrer dans les détails, mais ça nous permet déjà de voir un peu la part des impacts liés aux infrastructures de rechargement, notamment, de fabrication et d'utilisation. Sur la slide d'après, on va retrouver tout d'abord la même chose pour d'autres indicateurs environnementaux, notamment l'ADP et l'EP. On voit la comparaison des deux business models. Donc, ce qui est juste important de dire, c'est qu'on retrouve la même tendance. La même tendance, même s'il y a une petite, la même tendance, même si pour l'ADP c'est plus resserré. Enfin, grâce à l'utilisation CSP, donc ce qui est important de dire, c'est qu'on peut retrouver les configurations optimales de notre service, donc en minimisant, pour minimiser chacun des indicateurs environnementaux de manière indépendante. Donc, par exemple, pour la première ligne, on va minimiser le GWP et on va obtenir les valeurs de nos paramètres. Les valeurs optimales des paramètres. Bon, ici, dans la modélisation version 2, il s'agissait surtout de la masse de la batterie et de la vitesse de rechargement. Donc là, c'était vraiment pour le business model 2 et sur les 4 ans, à partir de là. Ensuite, maintenant, je vais passer rapidement donc, sur la dernière partie, donc sur l'intégration de l'attractivité et des coûts d'exploitation dans cette éco-conception, de voir comment ça modifie notamment les résultats. Donc, ce qui a été fait au début, il y a tout d'abord un modèle de coût qui a été fait. Donc, grâce justement aux entretiens
qu'on a pu avoir avec les business développeurs de Free to Move Paris, on a pu déterminer les différents coûts, et en fait, donc grâce aux différents paramètres de notre modélisation, on a pu construire un indicateur en fait qui calculait ces coûts-là. Donc pour cet indicateur, il est moins intéressant dans son développement, donc je ne m'attarde pas dessus dans cette présentation, on peut en revenir dessus au moment des questions. L'autre indicateur, donc c'est un indicateur d'attractivité qui sera vraiment différent, et celui-là, je vais un peu plus le détailler, comment il a été développé. Donc c'est ce qu'on peut voir ici sur cette slide. Donc la méthode utilisée, c'était une matrice, on a utilisé une matrice QFD qui a permis donc de développer cet indicateur d'attractivité. Donc pour la développer, là, dans un premier temps, il a fallu identifier les différents besoins des clients dans un service d'autopartage free floating. Donc c'est ce qu'on retrouve notamment dans la première colonne. Donc avec par exemple le confort thermique, la disponibilité des véhicules, etc. Ensuite, il a fallu donc déterminer les paramètres qui contribuaient donc à ces besoins-là. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'était nécessaire d'introduire dans la modélisation des nouveaux paramètres, comme notamment la masse de la batterie, le niveau de finition, etc. Ensuite, les coefficients qu'on retrouve, les 1,39, en fait, ça permet de montrer la relation, comment chaque paramètre contribue à un besoin. Donc, dans le cas de 9, c'est une forte contribution. Donc ça, c'est une échelle classique qui est utilisée, donc je me suis inspiré de la biblio, c'est une échelle classique pour la matrice QFD. Et enfin, le but, c'était de déterminer donc, le customer importance, qui montre en fait l'importance accordée par les utilisateurs à chaque besoin. Donc ça a été fait grâce à un questionnaire suivant le modèle Kano, donc diffusé aux doctorants de Stellantis, qui connaissent bien les services Free to Move, qui connaissent bien le service Free to Move Paris. Et donc, grâce à ce questionnaire, on a pu, et une méthode qui est utilisée dans la biblio, passer des résultats du questionnaire aux résultats, à ces scores-là. Et donc, grâce à ça, à cette matrice-là, on a pu déterminer l'expression d'un score d'attractivité selon l'expression qu'on peut avoir ici sur cette slide-là. Donc ça, c'est l'expression formelle. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, on peut en revenir au niveau des questions, mais l'idée, c'est qu'on va retrouver à la fois en violet les éléments qu'on peut voir dans cette première colonne liée au customer importance, les coefficients de la matrice donc en rouge, et ensuite donc il y a un score qui a été établi à chaque paramètre en fonction de sa valeur et aux besoins et à un des besoins. Et donc ce score, en fait, c'était des fonctions linéaires croissantes et décroissantes qui ont été attribuées en fonction si l'augmentation d'un paramètre va aller dans le sens du besoin ou va aller dans le sens opposé. Donc je pourrais revenir un petit peu plus dessus dans les questions. Et en fait, cet indicateur est différent de l'indicateur de coût dont l'indicateur de coût pourrait être introduit, on pourrait le minimiser grâce au CSP. Celui-là, ça va être assez différent. L'idée, c'est pas forcément de le maximiser parce que par rapport à la méthode, comment elle a été créée, il y a moins de sens. Mais par contre, ça va être de l'intégrer plus comme une contrainte dans les CSP, comme un score d'attractivité minimum imposé. Donc là, sur la dernière partie d'optimisation, on va voir dans un premier temps, comme on l'a vu sur la modélisation de niveau 2, on va tout d'abord utiliser les CSP pour obtenir les configurations optimales qui minimisent chacun des indicateurs environnementaux. Donc c'est ce qu'on voit ici. Là, par rapport à ce qu'on avait de modélisation niveau 2, on va avoir plus de paramètres, forcément. Donc, c'est ce qu'on retrouve notamment la masse du véhicule, qui était constante, donc qui était fixe dans la modélisation niveau 2, là, elle est variable. Et on va retrouver donc chacune des valeurs optimales. Donc, on voit que pour chacun de ces trois indicateurs-là, on retrouve des valeurs quand même assez proches. Il y a peu forcément de différence. Mais ce qui est assez important de dire, c'est que par rapport à notre méthode, à notre expression du score, on retrouve un score d'attractivité qui est très faible, ce qui varie de 0 à 100%. Il a été, voilà. Et donc, c'est pour ça ce qu'on va voir par la suite, c'est on va imposer comme contrainte des scores d'attractivité, on va le faire évoluer et voir comment ça va modifier nos valeurs d'indicateurs, mais aussi notre configuration. Donc, c'est ce qu'on voit sur cette slide ici, en fait, sur ce schéma à droite, où on voit en fait à la base ce qui est en premier au début, ce qui va être avec le plus faible score. On va retrouver notre configuration qui minimise le GWP. Et enfin, en augmentant de 10% le score d'attractivité imposé, on va voir comment notre GWP va varier déjà. C'est la courbe qu'on peut voir ici en bleu. Mais on va voir aussi comment va varier les coûts. Donc ça va être les coûts, c'est ce qu'on marque, c'est ici le deuxième axe des abscisses. On retrouve les coûts en millions d'euros.
mais aussi comment varient les différents paramètres, la configuration des paramètres. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet vraiment de déterminer les seuils de bascule de chacun des paramètres. Donc, par exemple, si on va avoir un score de 40%, on va voir comment concevoir notre service, donc quelle configuration des paramètres on doit avoir. Et aussi on va pouvoir trouver l'ordre en fait, dans l'ordre dans lequel les paramètres sont, on a ces leviers. Voilà. Donc ce qui est important de dire aussi, c'est qu'au niveau de 60%, on voit qu'on a vraiment une hausse significative des coûts et des impacts. Donc peut-être ça n'a pas forcément, voilà, c'est peut-être pas forcément possible de dépasser ces 60%. Donc là, on va voir, je vais rapidement expliquer la même chose, en fait, ce que j'ai fait pour l'indicateur de l'ADP. Donc je vais pas revenir, je vais aller assez vite sur ça. On voit que c'est assez similaire, on a quand même des similitudes par rapport au GWP, mais avec notamment quelques différences, quelques irrégularités qui sont assez intéressantes, notamment au passage d'un score d'attractivité de 30 à 40%, on voit qu'on a une baisse de la vitesse de rechargement, ce qui n'est pas forcément logique parce que en utilisant l'expression du score, en fait, on voit que en augmentant la vitesse de rechargement, on augmente le score d'attractivité. Donc là, c'est un peu contradictoire, mais en fait, ça s'explique parce qu'on voit qu'en même temps de cette baisse de la vitesse de rechargement, on va avoir un autre paramètre qui va être lié donc au fait de mettre la climatisation et le chauffage dans les véhicules, va être activé à ce moment-là. Et donc, on voit qu'à 40%, en fait, les CSP, donc l'optimisation, va avoir tendance, pour minimiser GWP, va avoir tendance à augmenter la valeur de ce paramètre-là et pour augmenter le score, plutôt que de continuer à augmenter la vitesse de rechargement. Donc c'est assez intéressant ce qu'on voit, ça explique cette irrégularité-là, et un peu ce qu'on a ici aussi à 80%. Donc je vais passer maintenant à ce que je ne sais pas du tout à combien de temps je suis, mais je vais passer donc aux conclusions et aux perspectives donc, pour cette thèse, en présentant tout d'abord les conclusions donc, scientifiques. Donc ce qui est intéressant tout d'abord, c'est de montrer, j'ai pu voir notamment que la méthodologie donc, des CSP, couplée à l'ACV, c'était assez efficace donc, avec un objectif d'éco-conception, donc du PSS. Même si on reste quand même avec une utilisation plus macro et quand même plus une modélisation de macro, même pour la modélisation de version 3. Donc peut-être à voir si en passant à quelque chose de plus micro, en rajoutant des sous-systèmes, de voir si c'est toujours aussi efficace. Ensuite, une des conclusions que j'ai pu avoir sur l'aspect recherche, c'est j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pertinent d'intégrer les indicateurs d'attractivité de coût et d'attractivité et de coût comme des contraintes plutôt que d'utiliser en fait un seul score global, un seul objectif global d'optimisation. Pareil pour les indicateurs environnementaux, peut-être c'est mieux de les intégrer. Je ne l'ai pas fait dans la thèse, mais peut-être d'en minimiser un et d'intégrer un autre en contrainte. Je pense que c'est plus pertinent que plutôt d'avoir à chaque fois un score global où on a du mal à interpréter ce qui se passe derrière. Au niveau des limites, donc rapidement, tout d'abord au niveau des frontières du système. Donc il pourrait y avoir d'autres sources d'impact qui peuvent être intégrées. Donc, c'est pas les seules sources d'impact du service. Par exemple, il y a tout ce qui est lié aux applications digitales, etc. Au niveau de la méthodologie ACV-PSS, forcément aujourd'hui, quand il manque des lignes directrices, là j'ai utilisé des hypothèses qui ont quand même des conséquences sur les résultats. La modélisation de l'utilisation, ce que je disais, j'ai utilisé une utilisation vraiment homogène, et alors que dans la réalité, voilà, sur une durée d'un an ou de 4 ans, il va y avoir des pics, au niveau de la distribution, on va dire, spatiale et temporelle des trajets, il va y avoir des pics, ça va pas être homogène, donc il pourrait y avoir un sens d'avoir une optimisation aussi plus à court terme. Ensuite, au niveau de la méthode de création d'indicateurs d'attractivité, je pense que il y a encore du travail dessus, ça pourrait être développé, je vais le mettre en perspective. Et enfin, donc, il y a des incertitudes forcément liées aux données d'entrée, il y a beaucoup de données d'entrée, donc des incertitudes qui en découlent. Donc au niveau des perspectives, ce que je vais faire jusqu'à la fin de cette thèse, c'est justement de déjà m'intéresser donc à l'analyse de sensibilité des données d'entrée. Donc ça va être ce que je vais pouvoir faire dans les dernières semaines. Ensuite, ça serait intéressant de voir comment généraliser la méthode, la démarche à d'autres types de PSS. Donc ensuite, donc d'améliorer l'indicateur d'attractivité. Notamment, je pense que ça pourrait être intéressant à partir de questionnaires de chercher plus les valeurs optimales de chaque paramètre et de construire l'indicateur par rapport à ces valeurs optimales, plutôt que d'utiliser la méthode que j'ai pu faire.
Et enfin, ça serait intéressant de pouvoir comparer les impacts évités liés au report modal, donc tout ce qui est lié à aspect conséquentiel pour un service, donc utiliser ces études-là, et de le comparer en fait aux gains qu'on a pu avoir avec notre méthode d'éco-conception, pour avoir une comparaison. Et donc pour terminer sur les conclusions et perspectives industrielles, on voit que donc on a un potentiel de gain important grâce à la méthodologie. Donc notamment on a pu voir les différences entre les différentes configurations, en fait les différences d'impact. Donc on voit qu'il y a un potentiel de gain important. Notamment, on voit en minimisant le GWP, sans prendre en compte l'attractivité et les coûts, on obtient donc une valeur de 18 grammes de CO2 par kilomètre par véhicule, en prenant en compte les infrastructures. Donc voilà, même si c'est sans prendre en compte l'attractivité, on pourrait avoir ce chiffre pour être multiplié par 2, hein, évidemment, mais en tout cas, ça resterait très très faible en comparaison des véhicules, même des véhicules électriques qui sont plus compacts aux valeurs de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Ensuite, les résultats nous donnent des pistes d'éco-conception, et notamment que ce soit au niveau des véhicules et des infrastructures du service. Et notamment, les résultats ont permis aussi de confirmer un peu ce qui s'est fait assez récemment, donc avec notamment l'intégration du véhicule Citroën Ami dans le service d'autopartage Free to Move Paris. Donc c'est ce véhicule qu'on peut voir en photo. Et on voit que les résultats obtenus vont dans le sens de concevoir un véhicule qui ressemblerait plus à ça, en tout cas pour un usage d'autopartage Free Phone. Et enfin, donc l'intégration de l'attractivité des coûts permet aussi d'assurer la pérennité du service. Donc, il n'y a pas seulement le côté environnemental qui est pris en compte. Et au niveau des perspectives, donc ça serait plus d'opérationnaliser la démarche. Donc, en adaptant justement, c'est important d'adapter les frontières du système. Donc, de voir qu'est-ce qui change avec un cas d'étude, un autre cas d'étude. Donc, d'adapter les données d'entrée, que ça corresponde un petit peu que ça corresponde à ce cas d'étude-là. Et enfin, d'adapter les modèles des coûts et d'attractivité pour avoir des coûts qui sont vraiment un indicateur qui représente vraiment les coûts réels. Et notamment, par exemple, pour l'attractivité, d'avoir un questionnaire qui serait diffusé à grande échelle pour vraiment avoir quelque chose qui reflète plus les attentes des clients réels du service. Voilà, donc je pense que j'ai pas mal dépassé. En tout cas, je vous remercie. Et on peut passer, s'il reste un petit peu de temps, peut-être passer aux questions. Bon, on te confirme que tu as bien dépassé le temps. Oui. Ce qui laisse un peu de temps pour les questions. Néanmoins, j'ai vu dans le chat qu'il y avait pas mal de questions sur la fin de vie et sur la constitution de l'indicateur d'attractivité. Je crois que c'est Béatrice qui posait des questions sur la fin de vie. Oui. Non, moi, j'avais beaucoup d'interrogations sur le business développeur et notamment qui tu avais interrogé, parce que là, dans le business model, en fait, il n'y a pas vraiment de révolution. C'est-à-dire qu'à terme, au niveau des coûts, au niveau comptable, ta voiture, tu vas la vendre au bout de 2 ans, au bout de 4 ans. Donc, en fait, c'est pour ça qu'en fait, on va pas développer une voiture qui va durer 15 ans. Et c'est vrai qu'à la fin, quand tu conclus et que tu mets l'AMI, là, au design quand même particulier, mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a une espèce de cassure parce que est-ce que finalement, alors déjà en intro, tu dis que le client est sensible à l'environnement et dans le questionnaire, on ne retrouve pas l'environnement. Donc, comment on peut valoriser l'environnement au niveau du client si on ne le met pas en avant? Tu vois, si par exemple, on dit oui, ta recharge, elle va durer 5 minutes de plus, mais ça va permettre d'être 30% plus écolo. Tu vois, ça, c'est quand même un vrai problème marketing, hein, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'on dit que, donc ça, c'était plus sur justement l'indicateur d'attractivité. On ne peut pas pousser des solutions plus écologiques si, d'un autre côté, on ne dit pas que le client est attiré et si on ne met pas dans le questionnaire, ça ne fait pas partie du score d'attractivité. Après, il y a la question du business développeur, parce qu'un business développeur, c'est plus celui qui développe, c'est pas celui qui a le nez dans les comptes. C'est pas celui qui travaille avec le DAF. Et quand le DAF dit c'est quoi ton retour sur investissement, tu vois, donc fais attention à cette notion de coût aussi, parce que quand tu parles que des coûts d'exploitation, eh ben, tu sais, dans des comptes, dans des charges, il n'y a pas que les coûts d'exploitation. Ouais, donc et puis l'approvisionnement, le fait que ça y est pas, moi ça me choque un peu, mais bon, ça c'est peut-être, je sais pas pourquoi, mais voilà.
Donc, mais sinon, tu regarderas mes commentaires. Et notamment aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir, par rapport aux gains écologiques, de plutôt les mesurer en valeur absolue. Donc là encore, quand tu compares des solutions, il faut le faire en valeur absolue. C'est-à-dire que si l'objectif, c'est de vendre de plus tu vois, d'ailleurs, tu en as parlé, hein, c'est la croissance du recours à ça, bon, bah, très bien, mais en valeur absolue, c'est quoi la réduction, si on pense qu'on est émission carbone. Voilà, merci dans tous les cas, c'était intéressant. Merci. Donc merci pour les questions. Du coup, juste pour revenir un petit peu, pour l'attractivité, déjà, c'est vrai que ça faisait partie des perspectives, parce que c'est vrai que dans les besoins des clients, j'avais pas forcément mis donc l'empreinte environnementale et les tarifs. En fait, je l'avais justifié au début parce que comme j'avais déjà un indicateur de coût qui était assez proche, donc qui reflétait un petit peu, qui donnait une idée, donc qui va être lié directement au tarif. Et l'empreinte environnementale, j'avais d'un côté les indicateurs environnementaux, j'avais décidé de ne pas les mettre dans un premier temps. Et c'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps encore de le faire, mais ça faisait partie des perspectives de le rajouter dans le questionnaire parce que c'est clair que ça, voilà, comme je l'ai dit aussi, donc les clients ils sont sensibles, donc ils sont sensibles et donc ça va modifier, ça va modifier les résultats. Après, sur les coûts, c'est vrai que je parle peut-être des coûts d'exploitation. Quand j'avais pu voir avec eux, il y avait d'autres coûts. C'est plus les coûts qui sont liés aux paramètres qui sont modélisés ici, donc qui ont été identifiés. Après, il y a d'autres coûts forcément, comme par exemple l'assurance des véhicules, ce qu'ils nous avaient dit, donc qui ne sont pas forcément pris en compte. C'est plus les coûts, on va dire, opérationnels plutôt, opérationnels qui sont plutôt peut-être les coûts d'exploitation. C'est peut-être le terme qui n'est pas adapté. Ok, merci. Il y avait aussi des questions sur à qui s'adresse l'optimisation, là. C'est ce côté en B2B ou en B2C? Donc là, c'est pour l'optimisation, c'est en B2C. Donc ça, peut-être, je l'ai pas, dans cette thèse, je l'ai axé vraiment que sur le B2C, donc surtout sur le cas donc, du free floating. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant en perspective industrielle, ça pourrait être intéressant de le faire aussi en B2B, en sachant que la modélisation, ça serait pas forcément trop éloigné. La démarche ne serait pas trop éloignée. Et en plus, ça serait aussi un argument, clairement, ça pourrait être un argument de vente aussi dans le cas du B2B, donc pour les entreprises, puisqu'en plus, qu'ils sont plus sensibles aussi à leur bilan carbone, etc. Et donc aux impacts de leur flotte. Donc je ne l'ai pas fait sur du B2B, mais ça pourrait s'adapter. Ça pourrait s'adapter en tout cas à des flottes d'entreprises, cette démarche. D'accord. D'autres questions? Une autre question, parce qu'on va pas essayer de ne pas exploser le timing. Et puis, ça dépend également dans quel bassin on se place. Et puis, la localisation géographique qui peut être importante. C'est quasiment toujours important parce qu'il y a toujours besoin d'énergie et d'impact. Est-ce que tu peux reposer la question complète? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tout entendu. D'accord. Merci Olivier pour ta présentation. Est-ce que tu pourrais nous remettre le lien entre la QFD et Kano, s'il te plaît? Ok, donc c'est là j'en parle. Après, je ne l'ai pas présenté justement ici. Je l'ai en annexe, je l'ai en slide annexe. Ça sera peut-être plus. Je vais peut-être venir ici. Ouais, voilà, je crois que c'est ici. C'est le slide en annexe que j'avais laissé. Où on voit un peu le lien entre Kano et modèle. Et en fait, vraiment, le questionnaire Kano, j'avais fait un questionnaire où on voit qu'on utilise ce genre de questions là avec dans le sens où si une fonction est présente ou n'est pas présente dans le service. Ces réponses, chez chaque besoin client, il va y avoir 2 questions, donc 2 réponses. Ça va nous permettre de remplir ce tableau-là, en fait, ce qu'on a le tableau ici. Et après, j'utilisais une méthode qui était qui était souvent utilisée dans la biblio pour partir des résultats de ce tableau-là, en fait, de trouver la valeur du customer importance. Donc avec notamment les formules qu'on a en bas, l'indice de satisfaction et d'insatisfaction. Alors, dans Kano, il y a
il y a deux fonctions qui sont un peu particulières. Il y a celle qu'on veut voir sortir de notre modèle parce que ça dessert la valeur générée par le produit. Et puis, il y a les exciters qui vont décider le consommateur à l'acheter ou à consommer. Est-ce que ça, tu en as identifié? Donc, par rapport au... Enfin, là, j'ai pas forcément le détail, j'avais pas forcément le détail. Après, ouais, il y en a certaines qui sortaient, par exemple au niveau de la propreté des véhicules, c'était vraiment... enfin, on obtenait, c'est ce qu'on voit en fait, c'est ce qu'on va voir en fait avec les différences avec le SI et le DI. Le SI, ça va être tendance justement au côté, ça monte l'attractivité. Et par contre, le DI, ça sera plus lié au fait que voilà, si les fonctions ne sont pas présentes, ben, les clients sont mécontents. Donc, par exemple, pour la propreté, c'est vraiment le côté où c'est pas attractif, mais si les véhicules ne sont pas propres, ben, le service n'est pas du tout. Les utilisateurs sont mécontents. Donc, et par exemple, celui-là, alors que le fait que dans un service d'autoportage reporting où justement le stationnement n'est pas forcément garanti, ben, ce côté-là, d'être un peu plus, d'avoir plus une assurance de trouver un stationnement, ben, celle-là, elle est vraiment attractive. Donc là, c'était plus le SI qui était important. Donc avec cette formule-là, c'est vrai que ça permet de prendre en compte, ben, c'est le max des deux valeurs. Donc on voit moins la différence, en fait on ressent moins, mais en regardant plus en détail ces deux indices, ces deux valeurs d'indice, on peut le voir un peu ça. C'est Marc, Merci. une question. Vous pouvez expliquer le canot, là, ce que c'est exactement, là, cet indicateur rapidement? Donc alors le canon, en fait, c'est un questionnaire qui permet en fait de montrer, bon, j'aurais dû rajouter une slide un peu plus qui illustrerait ça, mais de montrer en fait le fait que si une fonction est présente, enfin, le canot dit que si une fonction est présente dans le service, ça peut entraîner, enfin, une attractivité. Les utilisateurs peuvent être contents. Par contre, si cette fonction n'est pas dans le service, les utilisateurs ne vont pas être forcément mécontents. En fait, c'est pas linéaire, Et donc, en fait, en répondant à un questionnaire canot, il est construit sur ces deux questions-là, en fait. Donc, c'est si le service permet de faire une certaine fonction, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous êtes neutre, pas content, etc. Et si le service ne permet pas de faire cette fonction-là, on va voir, est-ce que vous êtes content, pareil, on va voir ces mêmes questions-là. En fait, on voit que c'est pas symétrique. Et c'est pour ça, c'est ce que je disais. On va pouvoir conclure si certaines fonctions apportent de l'attractivité ou enfin de la satisfaction. Et on va voir aussi inversement si d'autres fonctions, si l'absence de certaines fonctions va apporter de l'insatisfaction. Donc ça permet d'avoir cette nuance-là, alors que si on fait juste un questionnaire, une seule note pour une fonction, on va pas avoir du tout la différence entre les. Enfin, on va pas avoir la différence entre les deux aussi. OK.